Bonjour, bienvenue pour cette présentation atelier Hacking Health Hackathon Lyon. Je suis Gérald Contet, je contribue à l'animation de cet événement qui va avoir lieu donc, dans un mois à peu près sur Lyon. La séquence qu'on vous propose, c'est en fait 3 temps. Le premier, c'est une présentation rapide de l'initiative pour ceux qui ne seraient pas familiers d'une part du hackathon santé et de l'initiative Hacking Health. Une présentation, enfin 2 présentations d'entreprises qui vont vous sensibiliser aux enjeux autour de la santé, et puis un temps d'échange qui correspondra à vos questions et éventuellement à des interactions qu'on peut avoir sur les sujets santé qui sont de plus en plus d'actualité, sachant qu'autour de la santé, il y a bien sûr un enjeu global, hein, c'est pas obligatoirement le sanitaire, ça peut être la prévention, ça peut être l'autonomie, et puis il y a des contraintes qui sont celles propres à cet environnement, en particulier en termes de data et d'enjeux autour de ces problématiques. Voilà. Alors, dans un premier temps, je fais une petite séquence courte de présentation du Hacking Health Lyon, qui est en fait une manifestation qui est co-organisée avec la métropole et la Fondation pour la Cité de Lyon. On a eu donc l'occasion de faire une première édition, c'est le petit film que vous allez avoir juste après, qui vous montrera comment les choses se sont passées l'année dernière au mois de novembre. Et puis je vais vous donner quelques infos sur la suite, c'est-à-dire l'événement qui va avoir lieu le 1, 2, 3 décembre à la Faculté de médecine de Lyon. Et là, je vous en dirai plus après. Alors on va juste regarder un tout petit film qui vous présente un petit peu rapidement, et ce qui m'évitera de parler trop longtemps. Non, je devrais y arriver. Qui va vous présenter l'événement. Bon, il y a un petit problème de son, donc je vais mettre le micro un petit peu plus près là. Voilà, je laisse la parole au film. Je suis venu avec plusieurs collègues parce qu'on veut témoigner de notre engagement pour l'innovation. Ça bouillonne, il y a beaucoup de bonnes équipes et ça relève le niveau. On accompagne les entreprises innovantes et les startups innovantes, notamment dans le domaine de la e-santé. J'ai vu qu'il y avait des personnes très motivées et il y a des beaux projets en perspective. J'ai trouvé que ça faisait émerger des solutions et des projets qui étaient vraiment intéressants. Le Hacking Health, c'est quelque chose de très intense. Le principe des pitchs, ça fait vraiment ressortir les idées clés des projets. On est dans une période, dans les 10 ans à venir, je pense que le mode de fonctionnement de la santé va totalement exploser. Et il nous paraît important aujourd'hui de creuser ce sillon entre la santé et le numérique, voir ce que les nouvelles technologies peuvent apporter comme source d'innovation et de progrès dans ce domaine. On s'aperçoit que le monde de la santé est très riche en termes d'innovation. Et les défis, c'est un truc qui est hors norme. Ici, nous avons l'occasion de rencontrer des acteurs venus d'autres horizons, des développeurs, web managers, des étudiants, pour croiser nos idées et développer ensemble de nouveaux projets plus alternatifs, peut-être moins académiques que ceux qu'on porte jusqu'ici. Je trouve que cet échange avec tous ces acteurs de différents horizons, ça ne peut être que constructif. Si je devais résumer Hacking Health, pour moi en quelques mots, ce serait partage et innovation. Construire ensemble. C'est l'espoir. À cœur et marathon, innovation. Enthousiasme, je dirais. Heureux d'être ici avec Hacking Health à Lyon. Heureux que vous ayez embrassé cette philosophie de collaboration, d'innovation et de prouver au monde entier comment, en collaborant, on peut arriver à réaliser des choses, à faire avancer les choses. Donc vous avez un petit aperçu de l'ambiance l'année dernière. Comme vous avez pu le voir, en fait, c'est un mouvement qui est né à Montréal il y a 5 ans, de la volonté commune de Luc Sirois, que vous avez ici, et du directeur de l'hôpital Mère-Enfant de Sainte-Justine, qui était de se dire on ne peut pas rester insensible à un certain nombre de défis, de challenges dans le monde de la santé, en particulier dans le monde de l'hôpital, qui sont aujourd'hui irrésolus.
et qui nécessite, je dirais, la convergence d'énergie commune de beaucoup d'acteurs, et en particulier des développeurs informatiques. C'est un peu l'objet aujourd'hui de la séance, ou du web. Et globalement, ce qui a suscité l'intérêt de la métropole et notre engagement aussi, c'est d'essayer de relever le défi sur Lyon, de pouvoir proposer ce type d'événement. C'est pas... en France, c'est pas uniquement à Lyon que ça se passe. Strasbourg est aussi très à la pointe dans cette logique Hacking Health. Et puis il y a 4 autres villes qui se mobilisent. Donc vous avez compris le principe. On a des enjeux, on a des défis en santé. Il faut les relever pendant le week-end. Ça, c'est un peu le bilan de l'année dernière. On a réuni 250 personnes. On avait à peu près 26 défis, 16 qui ont été relevés. Oui, c'est ça. Et 5 lauréats dans différentes catégories, start-up, émergence, médico-social, sanitaire, et puis coup de cœur du jury. Je ne vais pas détailler obligatoirement l'ensemble des lauréats, et pour vous dire que en fait, c'est des projets qui relèvent beaucoup du numérique pour la santé, mais pas que, qui relèvent aussi des relations entre la ville, l'hôpital, ce qu'on appelle la ville et l'hôpital, c'est-à-dire le domicile, le médecin généraliste et puis l'hôpital. Ce n'est pas des projets purement hospitaliers, c'est aussi des projets de vie, de la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle le suivi des traitements, l'observance, etc. Et le médico-social avec des enjeux forts du lien entre l'aspect sanitaire pur et l'enjeu médico-social, le maintien à domicile et la qualité de vie des gens. Bon, le principe, je pense que vous le connaissez, si vous êtes ici, c'est que vous êtes dans un environnement dit du web et des nouvelles technologies. On essaye de jouer en fait sur le week-end, sur cette synergie, sur cette concentration de talents et sur cette nécessité de résoudre des questions pendant un temps défini. Donc le principe, c'est simple, je vous l'expliquerai, je vous le préciserai après. Le vendredi soir, on soumet les défis qui sont, en principe, des défis qui sont portés par des professionnels de santé ou des patients. Et puis, on a 48 heures et pour proposer une maquette qui sera soumise à un jury le dimanche après-midi. Le mouvement global, c'est pas juste à Lyon, comme je l'ai déjà précisé. C'est aujourd'hui, Hacking Health, c'est 45 chapitres qui sont organisés dans le monde, sur tous les continents. C'est né en Amérique du Nord, mais aujourd'hui, l'Europe est une des plaques fortes du mouvement, qui se développe encore et qui suscite un engouement de plus en plus fort, qui se décline également sur des opérations plus longues, de type coopératon sur 3 semaines, 4 semaines, avec le test des maquettes dans les vrais environnements. L'édition 2017, donc, comme je l'ai précisé, aura lieu le premier week-end de décembre à la faculté de médecine de Lyon. Donc on est très content aussi que cette dynamique s'installe en plus dans un lieu riche et en histoire et en professionnels et surtout étudiants en santé. Les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par notre proposition hackathon sont ces différentes catégories qui sont assez classiques dans ce genre d'événement. Donc les professionnels de santé et du médico-social, les patients, les aidants, les citoyens, ce sont les catégories d'inscription que je vous décris là, pour équilibrer les équipes, des designers, des créatifs, et puis un environnement qui, entre guillemets, un petit peu plus lié au développement d'entreprises et aux initiatives d'émergence entrepreneuriale. Donc des développeurs et des technologues, c'est ça un peu l'objet de l'atelier aujourd'hui, pour pouvoir susciter chez vous un intérêt fort sur le champ de la santé. Innovateurs, chercheurs, parce que tout le monde est en mesure aussi de proposer un certain nombre de solutions et de s'impliquer dans des démarches comme ça. Et puis business développeurs, parce qu'il est important que les produits, ou en tout cas les solutions qui sont proposées, s'inscrivent dans un environnement économique précis, que ce soit de l'économie sociale et solidaire ou que ce soit de l'économie dite classique. Et surtout dans le champ de la santé, parce qu'il ne suffit pas de proposer des choses en santé, il faut aussi trouver qui va les financer. Sachant que la sécurité sociale n'est pas
y a d'autres solutions pour financer des produits de santé quand on est hors médicaments et dispositifs médicaux. Ce qu'on rajoute en fait au hackathon, c'est une journée de conférence. Donc le vendredi, en fait, vendredi soir, on a le lancement du hackathon à partir de 17h, 18h, mais dès le matin, on vous propose en fait une journée de conférence. Toutes ces informations sont accessibles on est suffisamment bien connecté, site internet et autres, Twitter. Mais ça, c'est un peu la nouveauté il y a 2-3 jours. C'est le cycle de conférences qui intéressera d'une part les problématiques d'innovation en santé frugale, spécialement, ou inversée, ou on va dire innovation différente en santé en matinée, la présentation de l'étude Opal e-santé de la métropole, et puis après des conférences techniques, soit sur des aspects méthodologiques, soit sur des aspects plus pratiques en après-midi, et un lancement du hackathon avec la présence, et on en est très content, de Guy Valencien, qui est un des chirurgiens aujourd'hui qui essaye de faire bouger les lignes en santé. Il a écrit de nombreux ouvrages, en particulier La médecine sans médecin. Donc pour un chirurgien, il s'est fait violence. Le deuxième enjeu aujourd'hui, c'est l'accessibilité à nos défis. Alors là, comme on est dans la période tendue de fin de dépôt des défis, vous allez en avoir un certain nombre. Je vous ai fait un copie d'écran. Vous pourrez aller les voir. Ils sont accessibles en ligne sur notre plateforme. Je vous donnerai toutes les adresses après. Ça peut susciter chez vous aussi des intérêts de poser aussi des défis, que ce soit vous personnellement ou votre entourage, parce que la santé, on est tous concernés au final. Donc, en l'occurrence, les défis, c'est une synthèse rapide. Après, on peut donner plus d'informations. Et puis, on a quelqu'un qui travaille pour nous, avec nous, qui s'appelle Juliette Tardy, qui va vous aider aussi à poster votre défi si vous avez des petits soucis. Il faut savoir aussi que le porteur de défi est remboursé de ses maigres droits d'inscription au hackathon. Comment s'investir dans le hackathon si vous n'êtes pas porteur de défi et que vous avez envie de venir? Vous pouvez venir participer en tant équipier pour relever un défi. Vous pouvez également nous aider à coacher les équipes quand vous avez des compétences spécifiques précises sur des sujets, que ce soit des sujets techniques, que ce soit des sujets de business développement, que ce soit toutes les catégories que j'ai précisées tout à l'heure, des créatifs, des designers. On a besoin de coachs compétents. On a un certain nombre déjà de propositions. Nos sponsors également nous aident là-dedans. Vous pouvez être aussi bénévole. Donc là, on a mobilisé la communauté étudiante, mais c'est toujours important. Ce sont des mouvements, on va dire, qui partent essentiellement du bénévolat, plus que véritablement des institutions, l'institutionnalisation de ce genre de dynamique. Et puis vous pouvez aussi, si vous êtes curieux, venir observer, en tout cas être observateur de l'événement, en particulier sur le champ des conférences et du lancement, ou de la restitution au moment du jury. Voilà. Moi j'en ai fini sur la présentation du concept hackathon. Vous trouvez toutes les infos disponibles et nécessaires pour vous engager un petit peu là-dedans sur nos outils numériques. Et puis, même si vous n'arrivez pas à prendre l'adresse du Sparkboard qui nous propose des défis, ils sont de toute façon disponibles sur le site internet. Voilà. Peut-être prendre les questions après, ou on peut prendre une question éventuellement spontanée comme ça, si je n'ai pas été suffisamment clair. J'ai voulu faire très condensé pour la présentation, parce qu'après, globalement, ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire parler, je dirais, 2 entreprises sur... alors, elles ne sont pas issues du hackathon, mais elles vont vous montrer globalement une trajectoire entre une problématique de santé, en tout cas un environnement de la santé, et une capacité à proposer quelque chose d'innovant, de frais, pour pouvoir résoudre un certain nombre de questions qui sont nombreuses malgré tout dans le monde de la santé, en lien entre l'hôpital, la ville, le domicile du patient. Alors s'il y a une question, on peut prendre rapidement une question sur le fond de l'organisation de l'événement, ou autrement on laisse la parole aux 2 entreprises. Allez-y.
bonne question. J'en ai pas parlé. Alors, en effet, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'événement, du pré-événement. Je n'en ai pas parlé que cette séquence aujourd'hui qu'on fait, c'est à peu près la 12e séquence qu'on fait dans des environnements différents, ce qu'on appelle les Hacking Health Café, de préparation. En effet, la poursuite de l'accompagnement post-hackathon, ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, d'autant que au final, pourquoi aussi un cluster s'intéresse à ce type d'événement? Moi, je dirige un cluster, c'est globalement pour essayer de capitaliser sur l'après. Donc l'après, c'est d'une part nos partenaires qui s'engagent, que ce soit des incubateurs, que ce soit des accélérateurs, que ce soit des grandes entreprises, à offrir la possibilité aux lauréats d'accélérer en fait ce processus d'accompagnement, d'identifier un certain nombre de clés de financement potentiel à leurs initiatives. C'est le cas d'ailleurs, je ne parle pas dans le vide par rapport à ça, parce que c'est le cas des lauréats de 2016, où il y a on est à peu près dans une logique de création de 2,5 entreprises, plus une initiative soutenue dans le cadre de la conférence des financeurs de la métropole, dans le cadre du médico-social. Donc globalement, aujourd'hui, on a réuni, je dirais, un groupe d'accompagnateurs post-événement, dont le but, en fait, est de continuer ce processus d'accélération qui a été initié dans le cadre du hackathon. Donc l'idée derrière, c'est qu'on rencontre mensuellement les porteurs pour faire le point après l'événement et leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté pour accélérer le processus. Voilà. D'autres questions sur le format? Non? Donc on va procéder donc à deux présentations à peu près de 10 minutes, un quart d'heure. Donc 2 entreprises, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez parler. On va parler du côté Ascomédia, donc Monsieur Brochet. Je vais vous donner la parole et puis je vais vous lancer la présentation, peut-être en vous représentant et puis en expliquant un petit peu le contexte. Oui, bonjour, Stanislas Brochier. Donc, je suis un des 2 associés de Ascomédia. En fait, concrètement, comme je ne savais pas trop exactement ce que je devais dire ce matin, on s'est basé sur une présentation formelle de la société, mais l'objectif, ce n'est pas de vendre Ascomédia, vous inquiétez pas, c'est simplement de vous expliquer en gros, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un projet de e-santé. Et donc, je passe sur l'aspect identitaire d'Ascomédia. On existe depuis 17 années, donc on n'est pas réellement une start-up. Mais en revanche, je voulais insister sur les compétences qui étaient requises pour des projets de e-santé. Au-delà des aspects développement, on utilise Drupal et Symfony. C'est pas de ça dont je vais vous parler. Les aspects fondamentaux d'un développement de e-santé, c'est lié à principalement de l'interopérabilité, c'est-à-dire que dans beaucoup d'environnements, et on va y revenir, on va être lié avec les systèmes d'information de l'établissement de santé et j'en passe, et vous allez voir, on en parle sur l'exemple après. Deuxième contrainte extrêmement importante, et je pense que vous êtes tous informés là-dessus, mais des données de santé, aujourd'hui, légalement, sur le plan du territoire français, elles doivent être hébergées dans un cadre particulier qui s'appelle l'hébergement agréé de santé. Et c'est pour ça qu'il y a le logo de l'ASIP Santé. C'est un organisme qui dépend du ministère de la Santé et puis de la CNAM et qui légifère dans ce cadre-là. On y reviendra un peu. Et puis, il y a une norme de développement. Nous, on s'appuie sur la 62304, qui est une norme qui relève du développement des logiciels pour les dispositifs médicaux. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ouais, en gros, nous, comment on procède? Donc, nous, on n'est pas innovateurs, on développe des logiciels pour des personnes qui ont un besoin bien spécifique. Mais comment on identifie des projets? Justement, on essaye de découvrir chez un client, un prospect, comment Internet va pouvoir l'aider. Et puis on va voir comment on va trouver des exemples. Je passe sur les leviers et voilà des exemples d'applications plus concrets. Donc
Le premier est celui qu'on va développer après, mais sinon, vous allez voir, il y a des milliers de possibilités différentes qui vont permettre d'améliorer le système de e-santé. Nous, celui qu'on observe avec beaucoup d'attention, parce qu'il a beaucoup fait parler de lui, c'est une société qui s'appelle Doctolib, vous en avez probablement tous entendu parler, et vraiment, ils ont bousculé les lignes. Et alors il y a beaucoup de gens qui les critiquent. Nous on les critique pas parce qu'ils nous ont aidés en tous les cas à franchir des frontières et des barrières chez tous les praticiens hospitaliers et praticiens de ville. Voilà, donc voilà quelques exemples. L'exemple principal que je voulais vous montrer, c'est une boîte grenobloise qui développe un appareil qui ressemble à ça, j'espère que j'arriverai à revenir en arrière, qui ressemble à l'image qui est en bas à gauche, qui est donc un appareil qui permet d'étudier l'apnée du sommeil chez un patient. Donc vous avez un masque que le patient porte la nuit sur sa bouche et son nez, et au bout de ce masque, il y a un tuyau qui passe par un appareil qui est l'appareil qui a été développé par notre client. Et ce tuyau, au bout, arrive à un système de ventilation, c'est-à-dire que si le patient a besoin d'être assisté en termes respiratoires, eh ben, vous avez un ventilateur qui lui envoie suffisamment d'air et la bonne quantité. Donc l'appareil qui se trouve entre le masque et cet appareil va mesurer l'intensité de la respiration du patient. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je reviens en arrière. J'ai illustré de manière très simpliste. Le patient sur son lit, il dort la nuit. Il a le petit appareil qui est entre le masque et l'appareil équipé d'un système Bluetooth. Il communique avec une tablette qui est posée sur sa table de chevet. Cette tablette, régulièrement, elle va envoyer les données qui ont été enregistrées par le petit appareil. Ces données sont envoyées sur un serveur. Ce serveur est donc dans un cadre, le cadre réglementaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un cadre d'hébergement agréé de santé. Et sur ce serveur, bien entendu, on va pouvoir faire intervenir le praticien, le pneumologue en général, qui va pouvoir venir relever les données, et puis on va lui donner des informations. Et puis, ces équipements, ils sont positionnés chez le patient par ce qu'on appelle des prestataires à domicile. Et le prestataire à domicile, lui aussi, il a un certain nombre de relevés. Et vous allez voir, c'est le côté un peu ludique de la chose, c'est que les relevés, ils lui servent à premier escient, c'est que c'est ces relevés qui vont lui permettre d'être payé par la sécurité sociale. Et un des éléments clés, et je pense qu'au Hacking Health, vous allez rencontrer ça si vous y venez, c'est que le modèle économique est en plein bouleversement. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un peu rigolo, c'est qu'au lieu d'avoir un acte je dis n'importe quoi, de 5 € par jour par patient pour pouvoir suivre le patient à domicile, eh ben on va avoir un acte qui va être en fonction d'un fichier XML qui est envoyé à la Sécu et qui regarde combien de temps le patient a été assisté, on l'a relevé, et c'est ce qu'on appelle les relevés d'observance. Dans l'autre sens, il y a un système d'alerte, et alors qui dit système d'alerte dit dispositif médical, c'est-à-dire qu'on a une vraie logique liée au fait que quand on a des systèmes d'alerte, eh ben on rentre dans un cadre encore plus contraint parce que le risque patient existe. Donc je reviens sur le petit exemple, c'était pour vous montrer une des interfaces que nous on a produit et qui est effectivement très simple, et en gros sur laquelle on voit un certain nombre d'informations de durée, de traitement, etc., etc. Et c'est sur cette base-là que le prestataire va être financé. Et mon dernier transparent, c'est pour insister sur un certain nombre de points qui sont fondamentaux dans notre logique.
il y a une vraie émergence de ce secteur et je vous pousse à venir travailler dans ce secteur parce que c'est vraiment intéressant. D'abord parce qu'il y a effectivement des modèles économiques à inventer. Clairement, là où hier, un patient qui venait se faire opérer, et ça coûte 5 000 € pour se faire opérer, aujourd'hui, on demande au chirurgien de lui dire il faut que ça coûte que 3 000. Donc en gros, tu ne vas pas l'hospitaliser pendant 5 jours, mais pendant 3. Je dis n'importe quoi, hein, évidemment. Mais il y a une vraie logique économique qui pousse à ce qu'on réduise les coûts. Donc il faut réinventer la manière d'être soigné. Donc ça veut dire qu'il y a une promotion des modèles, ce qu'on appelle ambulatoires, où le patient il passe moins de temps à se faire soigner et du coup il passe plus de temps chez lui. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille. Deuxième élément, le décret du 6 décembre 2016, en fait, il concerne pour l'instant 2 secteurs, mais là où beaucoup de gens râlent en France, eh ben, on est quand même assez innovant sur le plan international, puisque l'année dernière, donc le 6 décembre 2016, il y a eu un décret qui a dit qu'on allait pouvoir, d'une part, payer les actes de télémédecine, c'est-à-dire que, je prends un exemple, vous avez un spécialiste qui est à Clermont-Ferrand, et vous avez une pathologie bien particulière, et vous êtes chez votre praticien, vous pouvez vous mettre en téléconférence avec ce praticien, et le praticien qu'on appelle, il va pouvoir être rémunéré. Et c'est un vrai bouleversement dans le monde de la médecine. Donc ça, c'est un élément fort. Qui dit télémédecine, dit, je reviens à la question initiale, hébergement agréé de santé. C'est-à-dire que les données, elles doivent passer par un hébergement agréé de santé. Je passe sur le big data. Évidemment, quand on fait des relevés d'apnée du sommeil, on enregistre pas loin d'1 million de données par nuit sur 25 000 patients. Donc c'est colossal. Et il y a des informations qui commencent à ressortir. Et je sais que notre client commence à voir que les gens qui ont eu un pépin, eh ben, c'est qu'ils ont toussé 3 fois. Je dis n'importe quoi, mais il y a vraiment une connotation big data qui est hyper intéressante dans le secteur. Troisième élément, et ça relève plus de notre démarche à nous, c'est que là où hier on avait 1000 prospects qui étaient les cliniques, les hôpitaux et puis éventuellement des groupements de je sais pas quoi, aujourd'hui on a 500 000 prospects parce que le médecin de base, l'infirmière de base, le kiné de base, il a un projet derrière qui l'intéresse, qu'il a envie de développer. Et donc, pour nous, il faut filtrer, mais on a élargi notre cible de manière colossale. Il y a des nouveaux entrants, payeurs, c'est-à-dire que là où la Sécu payait 100% de ce qu'on faisait hier, aujourd'hui, c'est plus pareil. La mutuelle, elle nous rembourse l'ostéopathe, elle ne le faisait pas hier. Il y a des nouveaux payeurs. Alors, il y a les mutuelles, mais il y en a d'autres. Et en tous les cas, on peut imaginer que quelque part, un établissement de santé privé, il puisse financer des applications logicielles qui vont lui faire réduire ses coûts et que ce ne soit plus la Sécu qui le paye. Voilà. Donc, sur le plan économique, il y a des choses qui vont changer. Il y a forcément un mais. Donc nous, c'est effectivement un objet connecté, hein, ce qu'on a développé dans l'exemple que je vous ai cité. Mais il y a un mais parce qu'effectivement, tout le monde parle des objets connectés. On a un gros projet aujourd'hui à la PHP qui est pour du suivi des patients qui sont en situation de chirurgie bariatrique, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt obèses et qui vont être opérés. Et par essence, pour les suivre, il faut une balance qui soit connectée. Et qu'on le veuille ou non, ça n'existe pas aujourd'hui, une balance connectée au sens de la réglementation française, parce qu'elle doit respecter des normes CE, des éléments bien particuliers. Et donc finalement, on a l'impression que tout existe, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Attention aux freins de l'État, parce qu'effectivement, on a deuxième problématique, c'est quand on trouve l'idée du siècle, et que sur le plan évident, on a montré qu'on allait faire des économies à la Sécu, et la Sécu et tous les organismes qui sont derrière et qui décident des financements n'ont pas forcément les mécanismes qui permettraient de lancer l'opération et de le financer pour pouvoir obtenir la réduction de ses coûts. Donc il y a encore beaucoup à bouger les lignes. Voilà.
Et puis, dernier mai, les étrangers ne nous ont pas attendus. Les pays scandinaves, le Canada, les US, l'Asie, ils se bougent les fesses, excusez-moi l'expression, mais nous, on est en train de courir, et on a intérêt à courir, pas derrière, mais devant, sur le sujet. Voilà, donc malgré tout ça, le ticket d'entrée technique reste abordable. Très bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions qui relèvent de la présentation ? J'ai juste une question privée, peut-être plus par rapport à la nouvelle norme que vous avez dit pour la télésurveillance et télémédecine. Vous dites que les médecins seraient capables donc de réaliser des consultations par visio, d'après ce que j'ai compris. Je sais qu'il y a des Parisiens notamment qui sont mis sur cette faille, notamment en télémédecine, qui ont commencé à développer un projet. Je voulais savoir si donc, un médecin qui fait de la télémédecine, il peut faire une ordonnance, et que cette ordonnance, elle est prise en compte auprès de la pharmacie pour être remboursée en termes pour être remboursé pour ces médicaments. Est-ce qu'il est capable de faire une ordonnance comme un médecin traitant qu'on va voir Alors c'est le côté comique je vais être un peu provocateur volontairement, mais et sans faire de la politique de base, mais c'est le côté comique de notre pays et des modalités de fonctionnement de notre pays. Moi, quand je vais chez mon médecin et que j'égare mon ordonnance, je lui demande de me l'envoyer par mail, ça fonctionne bien. Et pourtant, en théorie, il ne devrait pas avoir le droit de le faire. Alors, donc tout ça, on se cache à un aspect purement technique, c'est que dans la télémédecine, en fait, il y a de la visio, il y a de l'audio, il y a aussi de l'échange de documents, et il y a plein d'informations qui peuvent transiter. La seule contrainte qu'on demande aujourd'hui, c'est que ces informations, elles transitent par un hébergement agréé de santé. Parce qu'il faut que les données soient cryptées, il faut qu'on soit sûr que la personne en face, elle a bien le droit de recevoir les informations. Mais en tous les cas, beaucoup de gens s'abstiennent de respecter cette règle pour l'instant, mais ça va changer. Ça va changer. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Allez-y. Alors, oui, il n'y a pas de frein technologique aujourd'hui. Il n'y a aucun frein technologique. Derrière Azimra, il y a l'ensemble des professionnels de santé. Aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle une carte CPS, qui est une carte qui permet d'aller sur des systèmes d'information avec une carte à puce et qui leur est propre et qui leur permettrait de régler tout ça. Il y a en gros 500 000 professionnels de santé en France et je crois qu'il y a 30 000 personnes qui utilisent quotidiennement leur carte CPS. Donc voilà, c'est d'autres freins. Il n'y a pas de frein technologique. Mais oui, il existe des tas de systèmes de messagerie électronique qui permettent de régler ces problèmes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'autres questions ? Juste préciser, avant qu'on passe à l'autre présentation, qu'en effet, il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés, qui seront réabordés donc, dans les conférences techniques du hackathon, que ce soit l'hébergement de données. Préciser également que pour cette édition 2017, l'assurance maladie du Rhône se mobilise, donc nous facilite l'accès, on pourrait dire, à un certain nombre de bases de données qui sont publiques, mais il faut savoir aussi qu'elles existent et ce qu'on y trouve dedans. Et on aura également le jour J des gens de l'assurance maladie du Rhône qui permettront, en fonction des projets, d'apporter des éléments ou en tout cas l'identification de bases de données qui permettraient d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je précise, enfin vous verrez sur le site internet, l'ARS également et un certain nombre d'autres établissements de santé, comme les HCL, bien sûr, sont mobilisés dans le cadre de cette démarche. On vous remercie et puis on va du coup changer d'environnement avec Monsieur Donadieu. COSEA, on a parlé de la pharmacie, je crois, un peu. Exactement. Donc on va continuer, je crois. Je vous laisse vous présenter, puis moi en parallèle, je vais essayer de lancer la présentation.
Alors, on aurait pu traiter le sujet, mais qui a été très bien traité par M. Brochier, sur l'environnement santé, la big data, et nous avons d'ailleurs un data scientist dans notre équipe. Donc, on a effectivement identifié qu'il fallait se muscler sur ce type de sujet. COSEA, voilà, le premier slide. Donc, on existe depuis un peu plus de 10 ans, donc on n'est plus non plus une start-up. Gérald, la diapo suivante, et ça sera... Ouais, je vais juste mettre le grand écran. Et nous réalisons notamment au niveau de la pharmacie des plateformes digitales. Alors on fait du B2B et du B2B2C. Donc on va jusqu'à l'usager de santé, qui est un consommateur de santé à travers ces solutions. Et nous réfléchissons à chaque fois sur comment apporter l'innovation d'usage dans le digital et sur des solutions qui sont scalables, donc accessibles au plus grand nombre d'usagers de santé. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 2500, pratiquement 2500 clients pharmaciens sur toute la France et dom-tom, de toute taille, et qui sont confrontés à des problématiques et des besoins des usagers de santé qui vont par exemple de l'ordonnance dématérialisée, qui passe effectivement par un hébergeur de santé agréé. On a mis en place un projet là, qui va être opérationnel incessamment pour un établissement, de pouvoir dématérialiser les 70 000 ordonnances annuelles en hospitalisation de jour et en hospitalisation tout court, de façon pour les porter directement dans la pharmacie de leur choix. Donc quand je dis de la pharmacie de leur choix, c'est toutes les pharmacies. Et là, on rentre effectivement aussi dans un code de déontologie et d'obligations qui sont d'éviter le compérage. Donc un médecin ne peut pas envoyer l'ordonnance vers une pharmacie. Donc c'est le patient qui va choisir de récupérer son ordonnance dématérialisée et de la porter vers la pharmacie de son choix. Voilà. Alors sur ces sujets-là, donc là c'est pharmafo.fr, on traite aussi des sujets pas forcément toujours très drôles, le back-office. Alors c'est la gestion du tiers payant pour les professionnels de santé et plus particulièrement pour les pharmaciens, les opticiens et dentistes. On sait que pour les médecins, ça met un peu plus de temps. Il y a des enjeux politiques et économiques qui sont effectivement sous les rampes de l'actualité. Le tiers payant, on va traiter les rejets de tiers payants. Et quand on parle de rejet de tiers payant, pour une pharmacie, ça coûte cher. C'est-à-dire que quand vous venez avec votre carte Sésame Vital et votre carte complémentaire, eh bien, il y a plein de rejets possibles une fois que tout ce flux est parti à travers des concentrateurs qui sont agréés. Et bien, le pharmacien peut se retrouver parfois non payé d'un certain nombre d'actes parce que le patient a pu changer d'état. C'est-à-dire, par exemple, une femme enceinte qui est à 100% à un moment donné redevient, comme tout le monde, avec une couverture qui est plus minimale. Et donc, du coup, il faut pouvoir justifier, redemander un certain nombre d'éléments. Donc, c'est du back-office pour la pharmacie, mais c'est un enjeu important à la fois pour l'usager de santé, qu'il évite des tracas et qu'il soit bien pris en charge, et puis pour le pharmacien, pour qu'il soit effectivement remboursé là-dessus. Alors, on va parler, du coup, à travers notre solution, voilà, d'un projet qui effectivement... donc on s'est mis dans l'environnement du Blend Wine Mix et avec le cluster iCare, de se dire, on va prendre un sujet, donc on va parler des opportunités, de la méthode qu'on a utilisée pour développer ce projet-là, des contraintes qu'on a eues et des difficultés qu'on a pu aussi rencontrer. Alors là, exemple très pratique, un groupement de pharmaciens à la recherche d'une solution innovante pour créer des affichettes. Alors vous me direz, les affichettes, on en voit déjà beaucoup en pharmacie. Souvent, elles ne sont pas de très bonne qualité. La photo n'est pas terrible. Et puis, il y a un visa publicitaire qui doit exister. Donc, il y a un certain nombre d'obligations qui doivent être respectées. Eh bien, on est parti de ce besoin de ce groupement de pharmaciens. Donc, on a évalué d'abord le potentiel du projet. Et puis, on leur a proposé de faire de ce projet-là, non pas un projet uniquement pour leur groupement, très dynamique, mais un projet finalement où le développement technique, nous allions le prendre à notre charge et nous allions être dans un mode SaaS, donc leur faire payer un abonnement pour qu'ils puissent bénéficier de ce projet-là, puisque finalement, le plus important, c'est ce qu'ils mettaient sur leur outil de promotion et pas tant l'outil lui-même. Donc, on commence à avoir une évolution également auprès des professionnels de santé, où de moins en moins, chacun veut son propre développement en disant « c'est le mien, c'est mon code informatique, je le veux, est-ce que vous êtes sûr de me le céder ?»
Aujourd'hui, on a une démarche qui est en train d'évoluer, et aussi avec les établissements de santé souvent qui sont très demandeurs de ça, c'est dire assurez-moi que je ne serai pas le seul utilisateur et que vous allez vraiment l'apporter à l'ensemble de la communauté professionnelle. Donc, pardon Gérald. Donc, on a mis en place dans notre entreprise depuis un peu plus de 2 ans maintenant une méthode de travail qui est le design sprint. On intervient avec des freelances et puis aussi on a formé en interne des collaborateurs qui étaient d'abord dans un objectif, c'était par rapport à notre propre projet. Donc nous étions demandeurs puisque nous avons des clients directement, donc on avait des solutions qu'on voulait développer. Donc on s'est d'abord adressé à nous, puis on a commencé à porter cette méthode sur des partenaires qui souhaitaient mettre en place un certain nombre de projets. Donc on a régulièrement maintenant mis en place ce type de méthode. Et puis aujourd'hui, on commence à apporter cette solution-là sur du développement qu'on ne fera pas forcément nous-mêmes, mais ça permettra de cadrer le projet et de pouvoir accompagner notre client vers la solution qu'il souhaite. Donc là, en l'occurrence, on avait un scénario d'utilisation en 5 jours pour créer, prototyper et tester. Donc un scénario d'utilisation de PromoMaker, donc c'est la solution qu'on a développée pour ces affichettes. Donc de la création d'affichettes à l'envoi à l'utilisateur final avec l'ensemble des écrans de la plateforme de test PromoMaker. Donc qu'ils puissent vraiment s'imprégner du projet qu'ils allaient avoir. Et non pas juste un état descriptif avec un cahier des charges technique assez compliqué ou sur lequel, une fois qu'on l'a pondu, ce cahier des charges, oui, mais on en sort, donc ça ne conviendra pas forcément à ce qu'ils avaient imaginé. Donc on va vraiment explorer au niveau de leur conscient et inconscient et de leurs clients ce qu'ils ont besoin en termes d'attente à travers cette création-là. On le prototype, on le teste. Donc l'avantage, c'est que tout au long du projet, on a fait une co-construction avec eux. C'est que ça a été aussi très rapide. En 2-3 mois, ça a été réglé. Et on répond aux besoins exacts des clients grâce à la participation sur le design sprint. Alors sur le design sprint, il faut bien sûr les décideurs de l'autre côté qui vont, eux, acter du projet. Alors bon, là, choix technique, on a fait du Python et on a utilisé React.js aussi. On a fait le choix de développer une plateforme responsive et on a aussi fait appel à de l'UX tout au long de la réalisation du projet. Alors les difficultés, il en existait un, souvent c'est j'utilise déjà quelque chose. Alors c'était quelque chose qui venait de Decathlon, qui avait été récupéré avec d'ailleurs avec un de leurs collaborateurs qui avait bossé chez Decathlon. Donc il y avait une forte imprégnation, ils avaient déjà quelque chose. Donc ils étaient vraiment dans le processus de on voudrait ça en mieux. Donc il a fallu effectivement les amener à se détacher de ça avec le design sprint. Et puis en termes de techno, on a adopté effectivement React sur ce sujet-là. Donc c'est une solution effectivement qui est puissante, mais complexe également à mettre en œuvre. Et puis bien sûr tout au long du projet, le stress des résultats lors des tests utilisateurs pour voir si ils arrivaient à cliquer sur les bons boutons et s'ils avaient effectivement réussi à réaliser ces fameuses affichettes. Alors retour d'expérience positif aussi bien au niveau de la méthode de travail avec ce premier client externe par rapport à nos besoins à l'époque, que de l'application de React dans le développement de la plateforme PromoMaker. Donc on a convié effectivement un test utilisateur, là c'était des pharmaciens qui faisaient partie du groupement et des collaborateurs de ce groupement de pharmaciens donc, qui étaient à même de concevoir ces affichettes. Alors bon là il y a 3 slides juste, alors c'est vrai que c'est un peu statique donc ça manque toujours un petit peu d'intérêt, mais voilà à quoi ressemble la plateforme quand on est côté groupement. Donc on va avoir des campagnes qui sont réalisées par le groupement. Donc on voit là, il y a 4 campagnes au-dessus. Il y a également un autre document qui est le calendrier polynique que les pharmaciens de coup peuvent donner à leur patientèle ou bien afficher dans la pharmacie. Et donc là, on voit que plus ajouter, donc le groupement va pouvoir créer une nouvelle campagne. Donc là, on est complètement sur la création d'une campagne. Alors comment ça se passe en haut, on a le code EAN, donc c'est-à-dire qu'avec la douchette dans la pharmacie qu'il utilise pour identifier ses produits, eh bien, il va passer un coup de douchette. Ça va mettre automatiquement la photo du produit.
Et les mentions photoderme, crème teintée, SPF 50+, 30 ml également. Donc on est bien là dans le cadre où on s'assure au niveau réglementaire qu'il y a tous les éléments qui doivent y figurer. Et puis il va choisir du coup le type de promotion qu'il veut appliquer. Voilà, donc X produit la même gamme à acheter, le suivant offert ou d'autres remises en pourcentage ou en euros. Et un descriptif également de la campagne. Le nombre de produits, 2 plus 1, donc 3 produits voilà, qui sont créés. Là, alors on est tout en haut à droite, on est sur la vue pharmacien. Donc on a quitté le groupement, là je suis dans mon officine. Et là je vois que j'ai un panier que je vais remplir. Donc là on est bien dans l'innovation d'usage. Donc il a l'habitude de remplir son panier pour d'autres sujets personnels. Et donc il va remplir son panier, notamment sur le sujet photoderme, crème teintée. Eh bien, il va choisir ses formats d'affiches qu'il a besoin pour sa pharmacie. Donc il va les mettre dans son panier, puis après les télécharger. Voilà, donc en quelques chiffres, tout ça aujourd'hui, c'est très opérationnel. Donc en 4 mois, aujourd'hui, on est à 36 pharmacies sur ce groupement de 38 pharmacies qui l'ont utilisé. Il y a 2240 promotions qui ont été créées et 300 impressions par semaine, ce qui en fait plus de 5200 aujourd'hui en 4 mois. Donc là, on voit effectivement l'intérêt, c'est-à-dire que l'utilisateur, il utilise vraiment le service qui a été poussé. Et depuis, donc, nous l'avons également commercialisé et proposé au niveau des d'autres groupements de pharmaciens et puis également de pharmaciens individuels qui ne sont pas sur ce groupement, qui ont besoin également de communiquer. Eh bien, il s'avère qu'on est en train de se développer, donc de rendre la solution scalable au-delà de la problématique de ce groupement-là. Et c'est terminé. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions relatives à la présentation? Oui, non? Donc, du coup, on a 2 exemples, typiquement de ce qu'on peut aussi travailler dans le cadre du hackathon. C'est des exemples, on va dire, assez médicaux, et puis des exemples qui relèvent, on pourrait dire, de la performance du système de santé, en tout cas des acteurs de la santé. Parce que tout à l'heure, il y a eu des questions sur le remboursement, un certain nombre de règles aussi qu'il faut suivre en termes d'hébergement de données de santé, etc. Mais je dirais, aujourd'hui, quand on regarde un peu le système du haut, que ce soit les établissements, que ce soit les officines, que ce soit les patients, il y a également nombre de projets, d'initiatives qui sont là pour, un peu comme dans l'entreprise, essayer d'aller titiller les aspérités, puisque au final, le monde médical, le monde de la santé découvre, il ne le découvre pas depuis juste 2 ans, mais depuis quelque temps, le monde du numérique, mais d'une certaine façon a du mal à opérationnaliser les solutions numériques, non pas que pour des questions financières de remboursement, mais aussi parce qu'ils ont quelquefois un peu de mal et ils ne trouvent pas les interlocuteurs, et c'est un peu l'exemple quand même qui est proposé ici, qui sont capables d'être très très proches d'eux dans des solutions, je dirais, compatibles et ergonomiquement parlant avec leur travail. Et c'est clair qu'un médecin, une infirmière, un pharmacien et un certain nombre de personnels associés à ces fonctions-là ont avant tout un métier qui est de soigner les gens ou d'apporter du service aux gens, et se déplacer dans des menus, ouvrir 30 fenêtres avant de trouver l'information, c'est pas tout à fait compatible avec leur métier de base, puisque en fait, à partir du moment où ils font ça, ils s'éloignent de la pratique, de l'objet même de leur fonction. Donc du coup, indépendamment des questions de remboursement sécurité sociale, de l'hébergement des données de santé, il y a une vraie question qui est de dire, si on apporte les solutions numériques à la santé, il faut aussi qu'il y ait des efforts qui soient faits de part et d'autre pour rendre compatibles les propositions avec le travail. Et c'est tout l'intérêt aussi, la méthode Design Sprint, etc., et qui est un peu le fondement de la première étape du hackathon, c'est d'essayer d'être le plus proche possible
en retour de méthode agile et d'expérience rapide auprès des gens qui sont potentiellement, je dirais, les gens qui vont opérationnaliser, enfin en tout cas qui vont utiliser la solution sur le terrain. Alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour vous vous êtes peut-être d'environnements différents, mais c'est quand même extrêmement important parce qu'on voit, nous en tant que cluster, énormément d'échecs d'initiatives qui, d'une certaine façon, ont pris en compte l'environnement utilisateur parce qu'ils ont un parent, parce qu'ils connaissent un copain d'un copain qui est médecin et ils ont imaginé la solution qui va bien, etc. Par contre, ils ne se sont pas donné obligatoirement l'opportunité d'aller challenger cette solution avant de rentrer dans une logique de développement qui est coûteuse, et je ne parle même pas des aspects commerciaux qui sont derrière. Donc ces éléments qui sont de réaliser rapidement, de mettre autour de la table rapidement les interlocuteurs essentiels et de challenger les solutions, comme vous l'avez présenté, sont des éléments clés qu'on retrouvera dans la logique qu'on vous proposera pendant ce week-end. Du 1er décembre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions relatives aux présentations qui vous ont été faites, au hackathon, ou plus généralement sur la santé, parce que c'est aussi une façon on est un petit peu dans cet environnement, il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans le monde de la santé dans la salle, mais essayez de poser des questions au final sur l'évolution du système, sur les opportunités qui pourraient se présenter dans les années à venir. Il y a des gros sujets qui ont été évoqués, comme le big data, comme les objets connectés, comme la performance du système de santé et la capacité à récupérer des informations en amont, parce que les gens restent de moins en moins à l'hôpital. Les gens ont besoin aussi d'être maintenus à domicile, parce qu'il y a un vieillissement de la population et que les solutions d'hébergement de personnes dépendantes arrivent à leurs limites. Mais voilà, enfin, la discussion est un petit peu ouverte. On a un peu de temps, je crois. 5 minutes, c'est ça, pour rester dans ça fait des grands sujets à aborder, mais voilà, on peut prendre une question ou deux plus générales qui dépassent le cadre de ce qui vous a été présenté. Vous avez faim. Ça vous laisse sans voix, c'est ça? Juste pour faire un... Allez-y. On va laisser les spécialistes répondre. Après, il y a des normes, dans l'imagerie par exemple, il y a des normes, le DICOM, dans le domaine de l'échange des données de santé de type dossiers médicaux, il y a un certain nombre de normes qui sont dictées par la fameuse ASIP, l'agence des systèmes d'information de l'État, et puis il y a des standards internationaux, mais je vais peut-être plutôt laisser parler les spécialistes. Alors, à ma connaissance, sur le plan des langages de développement, non, je ne pense pas qu'il y ait de référence particulière. La seule référence que je peux citer, enfin c'est une des références que je peux citer, c'est celle que vous avez vu, un logo avec une espèce de flamme qui s'appelle FHIR, ça se dit Fire, et en gros c'est une norme internationale qui va remplacer une norme existante qui s'appelle HL7, qui est en gros une norme d'échange de fichiers. Et elle est intéressante parce qu'on s'abstrait, on se rapproche du XML en fait, et on s'abstrait un peu des normes de chaque pays, un peu locales, etc. Voilà. Donc, à ma connaissance, pas particulièrement de normes. Je reviens simplement sur un petit exemple que je vous ai cité tout à l'heure parce que c'est intéressant. Mon associé, il m'arrache la tête à cause de ça, mais je vous ai parlé de Doctolib, et en termes de référence, typiquement, quand il y a 7-8 ans, on était déjà dans le monde de la santé, et Vincent, qui est à côté de moi, me dit il faut qu'on fasse un système de prise de rendez-vous. Et moi, je disais, et j'ai bien eu tort, mais je l'admets, qu'un système de rendez-vous, il ne serait jamais efficace si le médecin n'était pas synchro avec son logiciel de gestion de patients. Et puis en fait, Doctolib, avec ses gros sabots, ils sont arrivés et ils sont abstraits complètement du logiciel patient. Aujourd'hui, quand on prend rendez-vous avec Doctolib, ce que vous savez ou vous ne savez pas, l'assistante du chirurgien ou du praticien,
elle va sur l'interface, le back-office de Doctolib, et puis elle fait un copier-coller, et elle emmène les éléments du rendez-vous sur le système de son logiciel qu'il a sur son Mac, et qui est un logiciel fermé de chez fermé, sur lequel on ne peut rien faire, ni entrer, ni sortir des données. Et pourtant, aujourd'hui, Doctolib, c'est quelque chose comme 25 000 médecins en France, donc c'est une vraie machine de guerre, et sur les 25 000, il y en a 24 000 qui ne pourraient pas s'en passer. Donc oui, c'est bien les normes, c'est bien les standards, mais il y a une grosse machine à bouger, et cette machine, elle est quand même très 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 longue à bouger. Voilà, c'est un petit peu une anecdote. Et peut-être en complément, M. Brochier, sur un certain nombre d'éditeurs logiciels, alors là pour les médecins auxquels effectivement on s'est confronté aussi, ou pour la pharmacie, donc on s'est confronté de façon antérieure sur des solutions qui sont déployés maintenant déjà depuis 10-15 ans sur la pharma. On a souvent des éditeurs qui sont sur des serveurs lourds et qui proposent des solutions effectivement complètement fermées. Et toutes ces initiatives-là aujourd'hui qui sont pour ouvrir, pour mettre en place des passerelles de ce qu'on appelle de l'interopérabilité, les forcent aujourd'hui à bouger et à céder un certain nombre de dossiers là-dessus. Et on le voit, nous, sur les éditeurs du monde de la pharmacie, qui sont des gros mastodontes de CGDIM ou Wellcop, eh bien, l'obligation aujourd'hui, ils vont naturellement vers cette ouverture-là. On a un troisième acteur, WinPharma, qui est arrivé comme petit poussé il y a quelques années, et qui aujourd'hui est en passe de prendre la deuxième place, parce que justement, il offre cette interopérabilité-là, et il permet à d'autres solutions de pouvoir se greffer dessus et d'apporter de nouvelles solutions innovantes. Donc il ne se arroge pas tout l'univers du pharmacien ou du médecin, mais il se dit, écoutez, moi j'apporte un certain nombre de choses, si ça devient interopérable, alors ça renforce mon leadership et ma présence dans le monde. Merci. D'autres questions? On lève définitivement la séance. Non. Donc je vous invite juste, si vous êtes vraiment intéressé, à aller voir déjà les défis qui sont disponibles sur notre plateforme. Vous verrez d'ailleurs la variété de l'ensemble des propositions. Et puis bien sûr, si vous êtes bien sûr intéressé par le hackathon, n'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement, puisqu'il y a des tarifs préférentiels jusqu'à la fin du mois. Merci à vous.